Désolé que vous ne m'entendiez pas. Appuie là, voilà. C'est le. J'ai compris. Ne coupe pas là. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Bon, est-ce que tout le monde m'entend? C'est parfait. Je Oui, renonce à envoyer quoi que ce soit. Si, tu vas m'envoyer ça là. Essaye de l'envoyer à Christophe Marion, cette carte-là. Là, au moins que tout le monde ait la carte. Bonjour à tous. Je suis vraiment désolé. Je ne comprends pas. Mon ordinateur ne permet pas de me voir et je n'ai pas pu connecter le deuxième. Alors, je vais commencer par vous parler du Béarn et de la Navarre dans le Royaume de France au temps du Grand Roi, un laboratoire de l'absolutisme. Vous ne me voyez pas, mais vous m'entendez. Alors, vous savez que je mène depuis plusieurs années un travail d'édition critique des mémoires des intendants de Pau à la fin du XVIIe siècle. Il s'agit d'une collection que le CTHS publie depuis 1975. Ce sont les mémoires des intendants des généralités du royaume, commandées en 1697 par le duc de Beauvilliers, le gendre de Colbert, pour l'instruction du dauphin, le duc de Bourgogne. Ces mémoires existent pour toutes les provinces de France, y compris le Québec, et constitue autant de témoignages précieux pour reconstituer la perception du pouvoir central vis-à-vis des différents territoires de la couronne. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Mais peut-être que j'aurais dû laisser Christophe Marion me présenter. écoutez, nous ne sommes plus à ça près, Monsieur Bon, Vergès. Je peux simplement dire en effet que vous êtes archiviste paléographe, conservateur général du patrimoine et chargé, comme vous l'avez dit, de l'édition critique des mémoires des intendants de Béarn et Basse-Navarre, Pinon et Lebré, publié par le CTHS. Et vous êtes membre, ce qui n'est pas la moindre de vos fonctions, membre du comité des travaux historiques et scientifiques et membre notamment de la section d'histoire des mondes modernes de la Révolution française et des révolutions. Voilà pour la petite introduction. merci, merci Christophe. Merci à tous de m'écouter, malgré ces problèmes techniques. Alors, je fais d'abord en 3 points. Un premier constat, c'est que ces 2 pays de Béarn et Navarre sont traités à part. Un édit d'union de 1620 réunit le Béarn et la Navarre au royaume de France. Cet édit fait suite à la venue de Louis XIII à Pau, et donc cet édit décide que le roi réunit les 2 territoires au domaine royal, mais il promet de respecter les privilèges et les coutumes des 2 pays. Comment mettre en pratique cette réunion avec l'adage absolutiste « une foi, une loi, un roi » dans 2 petits pays qui font reposer depuis le Moyen-Âge l'autorité du souverain sur un pacte écrit qui est leur constitution, les forts de Béarn et de Navarre. Il s'agit en fait d'une sorte de contrat passé entre le roi et son peuple à travers des représentants élus. C'est une image fictive d'une souveraineté anciennement élective qui est devenue héréditaire et qui est image qui est véhiculée par les États depuis le Moyen-Âge jusqu'au XVIIe siècle. Ces textes des forts de Béarn et de Navarre, réédités au XVIIe, reproduisent l'ancien serment royal. Le roi s'engage à respecter les coutumes du pays. Les 2 pays peuvent voter les impôts directs et les lever. Ils ont le droit d'éditer des règlements, de formuler des griefs et d'exercer la justice sur leur territoire. Mais tout cela serait-il suffisant sans le maintien des symboles de souveraineté? Alors, en 1589, Henri IV s'intitule roi de France et de Navarre. Vous m'entendez toujours? Allô? Oui, oui, parfait. Bon, tout cela est-il suffisant? C'est le premier des symboles, roi de France et de Navarre. C'est ce qu'impose Henri IV lorsqu'il monte sur le trône en 1589. Le second symbole, c'est le serment du roi. Eh bien oui, Louis XIV va prêter le serment. Il va prêter le serment de respecter les forts de Béarn et de Navarre. Il les prêtera en personne en juin 1660 lors de son mariage à Saint-Jean-de-Luz avec Marie-Thérèse devant les députés des États de Navarre rassemblés. Et puis il enverra le même serment aux États de Béarn par écrit à la même période. Le troisième élément de souveraineté, c'est la monnaie. Oui, il y a une monnaie de Béarn. Eh bien, cette monnaie de Béarn, elle n'est pas supprimée par l'édit d'union, elle va être maintenue. 3 ateliers de monnaie vont exister à Pau, à Morlaàs et à Saint-Palais. Alors, pour asseoir toutes ces institutions, il y a les institutions locales fortes, dont l'autorité dépasse le territoire lui-même et dépasse d'ailleurs tout ce qui existe dans les autres pays d'État.
Vous avez des États de Navarre et de Béarn qui n'ont rien de provinciaux, ils s'intitulent généraux. Ils se réunissent régulièrement et ils disposent même d'un agent installé à Paris chargé de faire le lien avec la cour de Versailles. Il y a ensuite un Parlement de Navarre, pléthorique, aux compétences très larges. Il est à la fois Cour de justice, Cour des comptes, Cour des monnaies, Chambre des eaux et forêts, Cour des aides. Exception parmi tous les parlements, seul le Parlement de Metz pourra équivaloir à cette large compétence. Il y a en Béarn et Navarre un gouverneur aux allures de vice-roi, c'est le duc de Gramont. Il reçoit une dotation 5 fois supérieure à celle du roi et il régit autour de 3000 euros, 3000 hommes de troupes. 3000 hommes de troupes. Enfin, il y a en Béarn et en Navarre une milice armée constituée dès 1630, organisée par les jurats des villages, comme expression symbolique de la souveraineté politique du territoire. Son emploi est uniquement réservé à la défense des frontières. Alors, vous allez me dire, avec tout ça, nous avons un véritable traitement de faveur. Évidemment, c'est toute la question posée et c'est la question que je me suis posée à travers ce travail. Est-ce que on peut appliquer la monarchie absolue de Louis XIV au territoire de Béarn et Navarre? C'est la problématique de ma communication. Alors, deuxième point, la tentative de mise au pas est-elle fructueuse? Eh bien, j'ai plusieurs exemples qui vont vous montrer qu'en fait, les 2 pays ont été incorporés au domaine royal avec difficulté et l'administration royale n'a pas pu imposer tout ce qu'elle souhaitait. Tout d'abord, l'unification des 2 pays a des limites. On a créé effectivement un parlement de Navarre à Pau, il s'appelle Parlement de Navarre, vous verrez, pas de Navarre et de Béarn. Mais ça ne plaît pas aux Navarrais. Les Navarrais veulent maintenir une justice sur leur territoire. Elle sera maintenue et même amplifiée avec la création d'une sénéchaussée de Navarre à Saint-Palais en 1639. Puis il y a le logement de guerre aussi. Vous savez que c'est la grande contrainte permanente des habitants sous l'Ancien Régime. Le logement des gens de guerre en garnison. Eh bien, l'administration royale veut exiger du Béarn et de la Navarre ce logement de guerre. Elle n'y parviendra pas non plus. En 1643, les États des 2 pays obtiennent le versement d'une somme annuelle en contrepartie de la non-introduction de ce logement. Cette situation, vous vous doutez bien, ne plaît guère au grand Colbert, qui dès 1664 veut supprimer les pays d'État et créer une généralité à Pau avec un intendant. En Béarn et en Navarre, Louis XIV va s'y opposer. Les 2 territoires vont rester formellement rattachés au début avec la lointaine Guyenne, c'est Bordeaux. Il faudra attendre 1682 pour qu'arrive à Pau le premier intendant permanent. Alors, au même moment, l'administration royale cherche à assimiler les 2 pays aux autres provinces. On va tenter d'y appliquer les réformes introduites dans les autres pays d'État. Alors, c'est d'abord le monopole royal sur le sel. Il y avait en Béarn et en Navarre des fontaines à sel qui étaient la propriété des communautés de village. Le roi cherche à s'en emparer, il n'y parviendra pas après plusieurs émeutes, notamment à Saint-Jean-Pied-de-Port. Et donc, le roi renonce et en 1687, les 2 fontaines à sel resteront propriété des habitants. Même chose pour l'ordonnance des eaux et forêts de 1669. Elle impliquait la création d'une administration royale des eaux et forêts. Les États de Béarn s'y opposeront, ainsi que les États de Navarre. Il n'y aura pas d'administration des eaux et forêts avant le milieu du XVIIIe siècle. Les alleux, la propriété libre, même chose. En Pays Basque, notamment dans la Navarre, les propriétaires de maisons nobles sont des alletiers, ils sont considérés comme libres et n'ont pas de droit de franc-fief. L'administration royale cherche à imposer à partir de 1690 le droit de franc-fief. Là aussi, Louis XIV donne raison aux États et au Parlement, l'abandon de la mesure contre, évidemment, une somme d'argent payée annuellement par les États. La recherche en noblesse, même chose. 1666, la recherche en noblesse lancée dans tout le royaume. Les 2 États de Béarn et Navarre s'y opposent, car la terre noble de Béarn est une terre liée entièrement au sol, nulle noblesse sans titre, comme on dit dans le Midi.
les Béarnais et Navarrais ne veulent pas de cette recherche en noblesse. Finalement, les États obtiennent encore une fois, tant en Navarre en 1666 qu'en Béarn en 1669, que la preuve et les enregistrements des titres sera remis aux États. Et puis, à la fin de cette affaire, l'armorial lui-même, en 1696, qui a été créé dans le royaume et qui est pour lequel chaque noble doit figurer moyennant une taxe, eh bien, même chose, cet enregistrement général des armoiries sera refusé par la plupart des Béarnais et des Navarrais. 111 seulement seront enregistrés sur les 637. Et à la suite de cet échec, le travail d'armorial sera remis aux États. Je pourrais continuer avec l'unification monétaire. Louis XIV voulait supprimer, semble-t-il, la monnaie béarnaise qui existait. Cette suppression s'avérera impossible. Les ateliers béarnais de Morlaàs et Navarrais de Saint-Palais seront mis en déshérence, mais l'atelier de Pau devra continuer à travailler à une monnaie franco-béarnaise qui durera jusqu'à la Révolution. Dernier point, l'unification religieuse. L'unification religieuse, vous savez que le Béarn était un pays de protestants. Qu'en 1599, au moment de l'édit de Fontainebleau, normalement Henri IV s'engage à rétablir le catholicisme en Béarn. Alors là, il n'y aura pas d'application de l'édit de Nantes avant 1620, c'est-à-dire l'édit d'Union, mais le catholicisme est progressivement réinstallé à partir de cette date. Et c'est le mouvement inverse qui se produit cette fois-ci. Le protestantisme va reculer et les protestants vont être soumis progressivement, comme dans le reste du royaume, avec la démolition de leur temple, avec le soutien actif des autorités locales. Et dans ce domaine, une opération particulière sera conduite avant la révocation de l'édit de Nantes, c'est-à-dire en mai 1685, par l'intendant lui-même. L'intendant était l'intendant Foucault, qui était un homme zélé, qui était peu apprécié de Louvois et donc de la cour, qui était du clan Colbert et qui avait été exfiltré de Montauban et donc mis dans une plus petite intendance. Il avait besoin de retrouver du crédit et il a trouvé le moyen en organisant une opération de conversion forcée des protestants sur son territoire. Cette conversion forcée aura lieu de mai à juillet 1685, vous voyez, plusieurs mois avant la révocation de l'édit de Nantes. Elle sera conduite contre l'avis de Louvois, ministre de la Guerre, qui refusera d'envoyer des troupes. Il aura donc des éléments réduits, contre l'avis des évêques d'Oloron et de l'Escar, qui approuveront l'opération et seront même accusés d'obstruction. Les autorités locales, par contre, appuieront activement, les parlements et les États, le mouvement. Sur cette conduite de l'opération, je ne m'attarderai pas sur le récit. L'intendant lui-même a dit que les conversions forcées sont passées sans usage de la force. En revanche, le pasteur Élie Benoît a considéré que cette opération a été très violente et très dure. Bon, je me contenterai de citer les intendants eux-mêmes qui ont suivi Foucault, qui considère que cette opération est un échec total, que les nouveaux convertis n'étaient pas des nouveaux convertis et que le protestantisme a continué en Béarn. Voilà. Ce qui veut dire que les intendants n'ont pas cessé de dénoncer au XVIIIe siècle l'insincérité des nouveaux convertis. Le bilan de tout cela, c'est que finalement, donc, la mise au pas de ces territoires s'est révélée finalement infructueuse. Alors, Béarn et Navarre font l'objet pendant cette période donc d'une vision déformée, à mon avis. Pourquoi? Parce que différents éléments font penser que le Béarnais reste un pays tout à fait particulier, auquel le roi veut appliquer un traitement particulier. Alors tout d'abord, une image négative du pays. Le pays est un pays frontière. Vous voyez le sud de la France appuyé aux Pyrénées. Une image négative véhiculée par les États eux-mêmes. Cette image négative, c'est un pays pauvre qui n'a aucune richesse, qui est considéré comme étant très pauvre, avec des habitants qui paient peu d'impôts et qui coûtent à l'administration.
En réalité, les intendants, à partir du XVIIIe siècle, vont s'apercevoir que le pays est plutôt riche, qu'il a des richesses inexploitées, notamment le bois des montagnes et des forêts. Il a une agriculture qui peut être développée. Il a des mines de plomb dans les montagnes, et puis les marchés et un commerce très actif, notamment avec l'Espagne. Donc la pauvreté, semble-t-il, Vauban le dira dans sa dîme royale 1707, la pauvreté du Béarn reste à réviser. Autre point, la liberté politique. On a parlé, je vais parler au début, des libertés politiques du Béarn, anciennes, remontant à la féodalité. En réalité, ces libertés politiques, elles sont très modestes. Les pouvoirs royaux et vicomtaux n'ont accordé à leur population que de libertés très modestes. Si on les compare à certaines chartes communales, notamment celle de Montpellier au XIIIe siècle, ou même celle de Toulouse. La monarchie béarno-navarraise, qui s'est construite sous Henri II, aux dépens des États, va disposer de tous les attributs d'un État moderne, avec une armée, une chambre des comptes et une cour souveraine. Autre élément à revoir, l'enjeu stratégique de la frontière des Pyrénées entre Espagne et France. À première vue, on pourrait croire que le Béarn et la Navarre sont un endroit stratégique pendant la guerre franco-espagnole qui va durer jusqu'en 1714. Mais bon, comptant la guerre de succession d'Espagne avec les prétendants, même si Philippe V est du côté de la France, les prétendants autrichiens. Il y a effectivement quelques escarmouches. Entre 1659 et 1714, on comptera quelques escarmouches sur la frontière pyrénéenne, mais les guerres de Louis XIV se déroulent ailleurs, vous en doutez bien, dans le nord de la France notamment. Dernier point sur cette vision parfois déformée du Béarn et de la Navarre, l'autonomie financière, qui est finalement une autonomie de façade. Certes, les États ont le droit de lever l'impôt, ont le droit de le voter, ils font des donations à la place d'impôts levés directement par l'intendant, mais l'intendant va progressivement avoir autorité sur les comptes des communautés et sur les comptes des États. Les États ne pourront pas emprunter de l'argent comme ils le veulent. Et enfin, les modalités de prélèvement et des frais de gestion ne devront pas gréver la recette finale qui est destinée au roi. Voilà, donc on peut dire malgré tout que tout cela relève beaucoup du principe, et ces principes vont progressivement s'éroder au XVIIIe siècle, mais je m'en tiendrai à la fin du XVIIe pour mon sujet. Je vais conclure. Pour conclure, je dirais que le Navarre et la Béarn sont des terres qui résistent au progrès de l'État. Ils sont considérés du coup comme arriérés. Et ils jouent, on pourrait dire qu'ils vont jouer de cette position pour éviter les charges royales. Vous m'entendez toujours? Très bien, Bon. parfaitement bien. Parfait, Alors parfait. maintenant, en conclusion, je vais évoquer le particularisme gascon qui est raillé. Il est raillé dès le XVIe siècle. Le Gascon du XVIe siècle, on le considère comme hâbleur, vigoureux, courageux, batailleur au moment des guerres de religion, n'est-ce pas? Mais ce caractère va évoluer. Les cadets de Béarn sont vus de plus en plus c'est une figure un petit peu débraillée, crue, qui colle à la peau de tous les Béarnais, dont les défauts, tous contenus dans le concept de gasconnade, vont être largement soulignés par les contemporains. Nos intendants vont les voir, ces Béarnais, comme peu fidèles, peu dynamiques, intéressés par l'argent, fanfarons et sans courage. Cette vision sera reprise par Boulainvilliers et par d'Argenson au milieu du siècle, 18e. Les Basques ont de la chance, eux. En Navarre, les Basques sont vus comme des gens courageux, forts, et donc je dirais que les cadets de Béarn étaient souvent des cadets basques, plus basques que béarnais, du moins vus par le microcosme de la cour parisienne. Deux pays suradministrés, sans doute. Alors, le Béarn et la Navarre, il faut penser qu'à la fin du XVIIe siècle, une avalanche d'offices sont proposés à la bourgeoisie et à la noblesse béarnaise,
contre moyennant finance, tout ça pour financer la guerre de succession. Et les Béarnais vont être un petit peu chiches pour acheter ces offices. Néanmoins, ça permettra à un certain nombre de s'enrichir en pouvoir, certainement pas en argent. Et ces pouvoirs de la noblesse locale vont être largement utilisés pour contrebalancer le pouvoir de l'intendant royal, dont l'autorité sera évidemment mal perçue par les élites locales. Mais c'est quelque chose de très classique dans les autres provinces de France. Alors, pour un dernier point, c'est l'autorité. Quelle est l'autorité exercée par le roi sur ce territoire? Est-ce qu'on peut considérer qu'elle est de la même vigueur que dans les autres provinces? On a quelques exemples à donner. Lors des émeutes de Saint-Jean-le-Vieux en 1684, l'intendant Foucault, celui qui fera les opérations, vous voyez, de conversion forcée, enverra et pendra les coupables. Il enverra aux galères la moitié des coupables et en pendra sur place l'autre moitié. Son successeur en 1686, Desmarets de Vaubourg, lors des émeutes de Salis et de Garis, est beaucoup plus modéré. Il en pend un ou deux seulement, semble-t-il, avec des procès. Le troisième intendant qui a des problèmes d'émeute, c'est Pinon, en 1695, à la Bastide de Clérance, en Navarre. Et là, il engage un procès pour juger les coupables de l'émeute. Enfin, le dernier incident, je dirais, qui a eu lieu, c'est celui de Navarinx en 1704, quand le logement des gens de guerre, qui a failli être installé près de la forteresse. Et là, l'intendant, le Bray, demande à Chamillard, le contrôleur général, qu'est-ce qu'il doit faire. Et Chamillard lui dit assouplissement. Donc on voit la politique du roi tend à s'assouplir sur une quarantaine d'années. Alors, si on s'en tient à la définition de l'absolutisme, le roi détient tous les pouvoirs et n'est pas soumis lui-même aux lois du pays. Bon, peut-on réellement parler alors de monarchie absolue en Navarre et en Béarn? Ne faudrait-il pas plutôt remettre en cause les principes de l'absolutisme et dire qu'il s'agit d'un dialogue entre absolutisme et particularisme? Avec ce rendement fiscal très faible, cette administration locale hypertrophiée et surpuissante, mais qui est très théoriquement despotique, peut-on dire que l'absolutisme a trouvé ses limites aux frontières du royaume de France? En tout cas, on pourrait dire que le modèle est inappliqué en Béarn et en Navarre. Je vous remercie. Eh bien, écoutez, Monsieur Berger, c'est à nous de vous remercier. Bon, vous m'avez entendu. Eh bien, on vous a bien entendu. Vous avez parfaitement respecté le temps qui vous était imparti et vous avez répondu à la problématique que vous aviez posée en introduction et c'était véritablement passionnant et je vous remercie. Alors, on a évidemment perdu à ne pas vous voir, mais on vous entendait très bien et c'était Je vais donc… essayer de vous renvoyer la carte. C'était parfait de ce point de vue-là. Je vais laisser la parole à la salle afin qu'elle puisse éventuellement réagir, poser des questions. Il est possible de le faire directement en allumant son micro ou éventuellement sa caméra, ou bien un intervenant dans le chat. Si vous le souhaitez, nous sommes à votre écoute et je pourrai relayer les questions si vous les indiquez dans le chat. Voilà, je viens de vous renvoyer la carte, mais bon. D'accord, eh bien, écoutez, je vais voir. J'espère qu'elle vous la verrait. Ça permet, alors, en termes de géographie, ça permet de voir que le Béarn et la Navarre, il y a une enclave au milieu, c'est la Soule qui dépend de la Guyenne, et donc qui est basque, mais qui n'est pas ni béarnaise ni navarraise. C'est pour ça que c'est bien de voir la carte. Alors, j'ai la carte, je vais essayer de partager à présent. Voilà, je m'occupe. Alors, j'ai une question de Monsieur Florin qui vous demande, pourriez-vous revenir sur les différentes institutions provinciales propres au Béarn et à la Navarre? Oui, alors en Béarn, en 1620, lorsque est passé l'édit d'union, il est créé un parlement.
Donc avant, il y avait une cour souveraine, elle s'intitulait cour souveraine. Il y avait une chambre des comptes qui était à Nérac et une cour souveraine. Ces deux institutions vont fusionner pour être appelées Parlement de Navarre. C'est ce qui fait que c'est un peu complexe. Le Parlement de Navarre siège à Pau et pas en Navarre. Donc le terme de Berne disparaît et c'est ce Parlement de Navarre qui est ce qu'on appelle le Parlement de Pau après au XVIIIe siècle. Voilà. Donc ça c'est important. Le Parlement de Navarre, il a l'autorité suprême, il a l'appel de la justice et puis il a toutes les fonctions que je vous ai décrites tout à l'heure. Alors la chambre, je vous ai dit, je vous ai dit chambre des comptes. La chambre des comptes de Navarre sera fusionnée avec avec le Parlement en 1691. Hein, voilà. Mais jusqu'en 1691, la chambre des comptes de Nérac restera. Voilà. Alors, vous avez ensuite une chambre des comptes. Vous avez des sénéchaussées. Vous avez une sénéchaussée du Béarn et une sénéchaussée de Navarre. Vous avez un gouverneur dont le siège est il est au siège des. À vrai dire, il siège à Navarinx, le gouverneur, parce que c'est la forteresse. Il y a deux forteresses, une à Saint-Jean-Pied-de-Port et une autre à Navarinx. A priori, le gouverneur était plutôt en siège à Navarinx. C'est le duc de Gramont. Mais le duc de Gramont, autant vous dire qu'il n'est pas souvent en Béarn, puisqu'il commande des troupes pour le roi dans le nord de la France. Il se bat à Fleurus. Il va se battre dans la plupart des batailles de la guerre de dévolution, de la guerre de la Ligue d'Augsbourg et ainsi de suite. Donc, il n'est pas là. Et il est remplacé par un lieutenant de roi qui s'appelle Antoine de Lons, donc une famille locale, la famille de Lons. Voilà. Donc, il y a un gouverneur avec un lieutenant de roi pour l'autorité militaire. L'autorité civile, c'est à la fois l'intendant qui va changer il y aura 16 intendants jusqu'à entre 16 et 20 intendants, je crois qu'à peu près à la fin du XVIIIe siècle, n'est-ce pas? Ah voilà la carte. Et sur ces 16 intendants, moi, évidemment, je ne parle que du cinquième et sixième intendant. Donc, la particularité du Béarn et de la Navarre, c'est qu'il y aura deux mémoires, un mémoire en 1798 et un autre en 1704. Alors pourquoi? Parce que le premier mémoire était tellement mauvais, sans doute le plus mauvais de France, que je pense que le contrôle général lui exigeait, mais ça j'en ai pas la preuve, elle a dû exiger que le mémoire soit refait, et il a été refait en 1704. Donc il dit, je publierai le moment venu les deux mémoires. Alors, à côté des intendants et au-dessous, il y a un subdélégué. Alors, le subdélégué n'apparaîtra formellement qu'en 1704, mais il est formellement le second de l'intendant. C'est une famille souvent importante en Béarn, c'est la famille de Bordenave. La famille de Bordenave aura cette fonction jusqu'au début, et elle sera remplacée par les Saint-Macary à partir de 1690. Voilà. Après, il y a comme autre fonction, vous avez voyons, on a fait le tour de l'autorité militaire. Vous avez les États. Les États, c'est très important. Les États de Béarn et les États de Navarre sont deux États séparés. Le, les États de Béarn sont coordonnés par le syndic. Il y a un syndic des États qui est généralement, je crois, c'est la famille de Navaille en Geiss qui, à l'époque, exerce à la fonction de syndic des États en Navarre, en Béarn. Et en Navarre, c'est la famille d'Aretz qui occupe la fonction de syndic des États de Navarre. Ce syndic avait comme fonction de coordonner, c'était le représentant du roi, et c'est sans doute celui qui était l'interlocuteur de l'intendant. Voilà en gros les grandes institutions. Ce qui est important de voir, c'est que ces institutions vont fonctionner jusqu'en 1789, contrairement à beaucoup d'autres pays d'État. Merci beaucoup. Une autre question. Pourriez-vous revenir sur les particularités de la noblesse béarnaise et navarraise qui, en effet, refusent le contrôle royal, et pour quelles raisons? Oui, alors, la noblesse béarnaise a reçu l'enquête de recherche en noblesse de 1686 comme une sorte d'agression, parce qu'elle a considéré qu'on soupçonnait
les nobles de ne pas l'être, en fait. Et le problème de la noblesse béarnaise est le suivant, et navarraise, c'est qu'il suffit d'acheter une terre noble pour être noble. Et donc, quelqu'un qui avait acheté en 1665 une terre noble, il était noble. Il était noble depuis 1665. Celui qui va acheter une terre noble en 1672, il sera noble à partir de 1672. Mais il ne portera pas son nom ancien, il portera le titre de la terre noble qu'il occupe. Donc, en fait, ce que reproche l'intendant et ce que reproche Colbert, c'est que les nobles sont invisibles, puisque, en fait, c'est celui qui, à un moment T, qui occupe la terre, qui est noble. Donc, en fait, il y aura une négociation qui va s'opérer, parce que Colbert va exiger que les terres nobles soient déclarées, que le possesseur soit déclaré avant l'année 1654, c'est-à-dire 12 ans avant la recherche en noblesse de 1666. C'est-à-dire que les gens qui auront acheté la terre, entre un bourgeois de Laurent qui achètera la terre en 1670 ne pourra pas, en principe, se déclarer noble, mais dans les faits, comme c'est les États qui vont décider, comme je vous l'ai dit, à partir de 1669, eh bien, ça continuera comme avant. C'est-à-dire que c'est les États qui décideront qui est noble et qui ne l'est pas. Parce qu'il faut savoir que le droit à la noblesse permettait l'entrée aux États, dans l'ordre de la noblesse, puisqu'il y avait un tiers-État, un clergé et une noblesse, comme dans tous les pays d'État. Donc voilà le problème qui s'est posé et qui a été solutionné de façon favorable pour la noblesse béarnaise et navarraise. Très bien, merci. Alors, normalement, la carte apparaît sur votre écran, me semble-t-il. Oui. J'ai partagé mon écran. Est-ce que vous vouliez en dire un mot de cette carte? Alors, je crois que ce qu'il faut voir, c'est que il est important de voir que la Navarre et le Béarn touchent la Bigorre. La Bigorre dépend à l'époque de l'intendance de Montauban. Il y a des États en Bigorre, mais ils dépendent de Montauban. La Bigorre n'aura pas du tout les mêmes traitements que le Béarn. La Soule, qui elle, par contre, aura à peu près le même traitement, les mêmes avantages que la Navarre, mais elle dépend de la généralité de Guyenne. D'ailleurs, je vous signale que la Bigorre se trouve dans le mémoire de Patrick Ferté. Elle est traitée par Patrick Ferté dans le mémoire sur la généralité de Montauban. Et la Soule et le Labour, que vous voyez juste à côté, sont traités dans le futur mémoire qui va être publié par Laurent Coste et son équipe sur le mémoire de la généralité de Bordeaux. Voilà. Pour que nos participants sachent quelles les publications à venir. Et puis donc le mien qui viendra, mémoire de Béarn et Navarre, qui viendra après. Tout à fait. La publication de Laurent Coste est prévue pour le premier semestre 2022. Très bien. Et La Rochelle l'intendance de La Rochelle sera disponible dès janvier 2022, dans quelques semaines à présent. Tout à fait. Voilà, la Bigorre, elle est déjà publiée, elle a été publiée en 2014. Oui, tout à fait. Pour ceux que ça intéresse pour la publication du CTHS. Voilà. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres interventions? Je n'en vois pas, ni sur le chat. Pas d'autres interventions. Voilà, je remercie tous les participants, en tout cas, malgré cette difficulté, d'avoir accepté de me suivre. À travers ce travail, je dirais que il est important de constater que la notion de monarchie absolue doit être sans doute tempérée dans le discours, tempérée dans l'analyse. C'est un peu ce que je voudrais faire passer dans le travail que je publierai. Eh bien, écoutez, Monsieur Bergès, il me reste à vous remercier. Merci beaucoup. Je peux vraiment vous confirmer que c'était un très beau mercredi, que vous avez rendu cette intervention extrêmement vivante. Merci beaucoup. Et de grande qualité. Donc, je vous remercie. Voilà, je suis désolé encore de ces problèmes d'ordinateur. En fait, il m'avait échappé qu'il y avait un problème de caméra. Mais comme quoi, vous voyez, la technique, c'est une chose, mais le contenu scientifique en est une autre. Merci beaucoup, Christophe. Merci à tous ceux qui ont eu la patience de m'écouter.
Il vaut Et à mieux avoir bientôt. un bon contenu scientifique avec un petit souci de caméra que l'inverse. Merci beaucoup, Monsieur Merci Vergès. beaucoup. Au Merci à revoir. toutes et tous d'être intervenus. Je vois qu'il y a un préparateur de l'agrégation qui est parmi nous. Eh bien, écoutez, merci, Monsieur Florin. J'espère que cette communication vous aura été utile. En tous les cas, on vous adresse tous nos encouragements Oui, pour ce bel exercice à venir. Et puis, merci à toutes et tous d'avoir écouté ce mercredi du comité. Et nous vous souhaitons, au nom du comité des travaux historiques et scientifiques, de très belles fêtes de fin d'année. Et on vous retrouvera en 2022. Merci, Monsieur Vergès, et merci à toutes et tous. merci à tous. Bonne soirée. Bonne Au revoir. soirée.